On parle de crème, de nettoyant, mais jamais de ce facteur clé contre l'acné. C'est quoi ce secret que certains préfèrent garder sous silence? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche franchement énormément de monde, l'acné. Et puis, cette galère permanente, quoi, pour garder une peau hydratée sans faire flamber les boutons. Surtout quand l'hiver pointe son nez. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, mais surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Pour cette exploration, on a regardé pas mal de choses en fait. Des avis de dermatos sur les soins classiques, des analyses de produits qui promettent des miracles, des explications scientifiques aussi sur comment la peau fonctionne, tout ça. Et puis, il y a ce regard différent, celui de quelqu'un comme Matteo. Lui, il a vécu l'acné, la vraie, et il partage aujourd'hui une voix souvent ignorée, centrée sur l'alimentation. Notre mission, c'est quoi? C'est d'aller au fond des choses. Comprendre les bases de l'hydratation, ça oui, mais surtout creuser plus loin. Pourquoi est-ce que l'alimentation, ce facteur qui pourrait être clé d'après des expériences comme celle de Matteo, pourquoi ça semble si souvent passer à la trappe? Alors, prêt pour une analyse en profondeur, pour nous éclairer et connecter un peu tous ces points, l'experte nous accompagne. Bonjour. Oui, prête à démêler le vrai du faux et à explorer ces différentes facettes, justement. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi la peau, et surtout celle qui a tendance à l'acné, elle part en vrille dès que le froid arrive? C'est pas juste dans la tête, on est bien d'accord? Ah non, pas du tout. C'est purement physiologique. Premier facteur, le froid. Le froid, il fait se contracter les petits vaisseaux sanguins à la surface de la peau. On appelle ça la vasoconstriction. Le but du corps, c'est de garder la chaleur à l'intérieur, c'est logique. Mais la conséquence pour la peau, c'est qu'elle reçoit moins de sang, donc moins d'oxygène, moins de nutriments et surtout moins d'eau qui vient de l'intérieur. Moins de ravitaillement interne, en quelque sorte, si je comprends bien. C'est exactement ça. Deuxième facteur, le sébum. Tu sais, cette chuge naturelle qui forme un film protecteur à la surface. Oui, oui. Eh bien, avec le froid, ce sébum devient plus épais, plus rigide. Imagine un peu du beurre qui sort du frigo. Ah, d'accord. Il s'étale beaucoup moins bien. Voilà, c'est ça. Résultat, le film protecteur est moins uniforme, donc moins efficace. Et c'est ça qui explique pourquoi même une peau qui est grasse à la base peut tirailler et sembler sèche en hiver. C'est dingue, ça. Précisément. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un troisième agresseur, l'air sec. Le chauffage à fond dans les maisons, les bureaux, ça fait chuter le taux d'humidité de l'air. Et cet air sec, il agit un peu comme une éponge, quoi. Il va pomper l'eau qui est contenue dans les couches superficielles de notre peau. Ok, donc c'est la double peine. Moins d'hydratation qui arrive par l'intérieur, via le sang, et plus d'eau qui s'évapore vers l'extérieur à cause de l'air sec. C'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la perte insensible en eau, la PI. C'est un phénomène normal, on perd naturellement entre 300 et 400 millilitres d'eau par jour par la peau, sans même s'en rendre compte, sans transpirer. Mais en hiver, avec le froid dehors et cet air sec dedans, cette perte s'accélère considérablement. Alors, pour une peau déjà sensible ou acnéique, c'est un vrai cercle vicieux. Ok, logique implacable. Le réflexe numéro 1, donc, c'est d'hydrater. Mais c'est là que ça se corse pour les peaux acnéiques, j'imagine. Comment on fait pour hydrater sans graisser, sans boucher les pores, et surtout sans provoquer une nouvelle poussée de boutons? Alors, la première étape, elle est vraiment cruciale. C'est le nettoyage. Il faut absolument bannir les produits trop agressifs. Tu sais, les savons décapants, qui vont juste achever le peu de film protecteur naturel qui reste. L'idéal, c'est d'opter pour une huile nettoyante douce. Ça dissout les impuretés sans agresser. Ou alors un nettoyant sur gras très doux sans savon. Vraiment, la douceur avant tout. D'accord, nettoyage en douceur, c'est noté. Et ensuite, pour le soin hydratant. Crème, baume, on s'y perd un peu, non? Oui,
Alors, la différence principale, c'est la texture et la proportion au gras. Une crème, en gros, c'est une émulsion où l'huile est dispersée dans l'eau. C'est généralement plus léger, ça pénètre plus vite. Un baume, c'est plutôt l'inverse, ou alors c'est carrément une base très riche en corps gras. Huile, beurre végétaux, cire, c'est plus épais, plus occlusif. Ça forme un film protecteur plus costaud, si tu veux. Et pour une peau acnéique qui tiraille en hiver, on choisit quoi alors? C'est ça la question? Ben, ça dépend vraiment du niveau de sécheresse de la peau. Si elle tiraille mais qu'elle a quand même toujours tendance à briller un peu, une bonne crème hydratante, non comédogène, ça c'est important, est souvent suffisante. Si elle est vraiment très sèche, qu'elle pèle par endroits, là un baume peut être utile. Peut-être juste le soir, ou alors localement, sur les zones vraiment très sèches. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. On cherche deux types d'ingrédients clés, les humectants et les émollients. Humectant et émollient. Ok, on peut traduire ça en langage normal. Bien sûr. Les humectants, ce sont des molécules qui agissent comme des petites éponges. Elles attirent l'eau, soit de l'atmosphère, soit des couches plus profondes de la peau, et elles la retiennent en surface. L'acide hyaluronique, c'est le plus célèbre, il est capable de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. C'est énorme. La glycérine ou l'urée sont aussi de bons humectants. En gros, ils gonflent la peau d'eau en surface. Ok, compris pour les éponges. Et les émollients, c'est ça? Les émollients, oui. Eux, ce sont plutôt des corps gras. Ils agissent un peu comme un ciment réparateur. Pense aux céramides, aux huiles végétales riches en jojoba, argan, ce genre de choses, au beurre de karité. Leur rôle est double. D'abord, ils nourrissent la peau, ils lissent les petites rugosités, les squames, tu vois, et surtout, ils renforcent la barrière cutanée, le fameux film hydrolipidique. En colmatant les brèches, ils empêchent l'eau de s'évaporer trop vite. D'accord. Donc, il suffit pas d'attirer l'eau avec les humectants, il faut aussi l'empêcher de repartir avec les émollients. Un travail Exactement. d'équipe, en fait. Exactement, c'est ça. Un bon soin hydratant pour peau sèche, ça combine souvent ces deux types d'actifs pour une action vraiment complète. Et on n'oublie pas les zones ultra sensibles. Les lèvres et les mains, elles trinquent particulièrement en hiver, non? Ah oui, absolument. Les lèvres, elles n'ont quasiment pas de glands sébacés, donc pas de film protecteur naturel. Elles sont vraiment aux premières loges du dessèchement. Un baume lèvres réparateur appliqué généreusement et souvent, c'est indispensable. Pour les mains, c'est le combo fatal. Froid plus lavage fréquent qui les met KO. Donc, une crème main riche en agents réparateurs, comme les émollients dont on parlait, et surtout porter des gants dès qu'on met le nez dehors. Ça change tout, vraiment. Hydraté par l'extérieur, ok, c'est noté. Mais on entend aussi toujours dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et faire attention à ce qu'on mange. Est-ce que ça a un impact réel, ça, sur l'hydratation de la peau? Ou c'est un peu un mythe? Ah non, c'est même la base. L'hydratation de la peau, elle vient d'abord et avant tout de l'intérieur. Les crèmes, elles agissent en surface pour maintenir l'eau et protéger. Mais l'eau elle-même, elle doit arriver par la circulation sanguine jusqu'au derme. C'est la couche profonde de la peau, un vrai réservoir d'eau. Donc boire suffisamment, l'objectif qu'on cite souvent c'est 1,5 à 2 litres par jour, c'est essentiel pour alimenter ce réservoir. La crème ne remplace pas la bouteille d'eau, en gros. C'est ça, jamais. Exactement. Et côté alimentation, les fameuses oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, les huiles de colza, de lin, les noix, sont aussi importants. Ils sont des constituants essentiels des membranes de nos cellules, y compris celles de la peau. Ils contribuent à la souplesse de la peau et aussi à l'étanchéité de la barrière cutanée. Bon, ça, c'est le conseil nutritionnel classique pour la peau. Un dernier point, avant qu'on bascule sur l'autre facette du sujet, le soleil d'hiver. On a l'impression qu'il chauffe pas, qu'il est inoffensif, on peut ranger la crème solaire au placard. Mais surtout pas à clim. C'est une erreur fréquente. Même s'il chauffe moins, le soleil d'hiver émet des rayons UVA. Et ces UVA, ils pénètrent profondément dans la peau. Ce sont eux les principaux responsables du vieillissement cutané prématuré. Et attention, si on est à la montagne, c'est encore pire. La neige peut réfléchir jusqu'à 85% des UV. L'intensité est décuplée. Donc oui, une protection solaire sur le visage, indice 30 minimum, même en hiver, c'est non négociable dès qu'on passe du temps dehors. D'accord. Donc pour résumer cette première partie, les gestes externes, nettoyer en douceur, hydrater intelligemment avec les bons ingrédients, boire assez, manger de bons gras et se protéger du soleil. Tout ça, c'est crucial pour gérer les symptômes de déshydratation et protéger la peau au quotidien. C'est bien ça. C'est la base, le b.a.-ba pour le confort et la protection. Oui. Indispensable, ok. Cependant,
Pour certains types d'acné, notamment les plus persistantes, on observe que ça ne suffit pas toujours à régler le problème de fond. Ok, bon, ça c'est la version officielle, on va dire, les conseils qu'on trouve un peu partout pour surnager pendant l'hiver. Mais comme vous le disiez, est-ce que ça suffit vraiment quand on se bat contre une acné tenace? Et c'est là qu'on touche à quelque chose de différent. L'approche mise en lumière par des personnes comme Matteo, justement. Lui, il a vécu l'acné de l'intérieur et il explore cette piste bien moins conventionnelle, l'alimentation. Oui, c'est une piste qui effectivement suscite de plus en plus d'intérêt et aussi de témoignages. L'idée que notre assiette puisse être un levier d'action direct et même puissant sur l'inflammation cutanée qu'est l'acné. Pourtant, et c'est là que ça devient intriguant, je trouve. On a l'impression que ce sujet reste le grand absent des consultations dermatoclassiques, non? On parle crème, traitements locaux, antibio, Roaccutane même, mais l'alimentation, c'est souvent une question balayée d'un revers de main ou carrément ignorée. Alors si cette approche par l'alimentation peut être si fondamentale, ça amène une question. Pourquoi on en entend si peu parler dans les parcours de soins classiques? C'est étrange. C'est une question complexe et, oui, assez sensible. Officiellement, on évoque parfois le manque d'études à grande échelle, celles qui répondent aux standards méthodologiques les plus stricts, tu vois. Ou alors une formation médicale qui, historiquement, est plus axée sur les interventions pharmacologiques. Ça, c'est l'explication rationnelle, disons, prudente. Oui, l'explication officielle. Mais il y a une autre lecture possible, j'imagine. Oui. Et c'est là que des voix comme celle de Matteo, qui se base sur une expérience vécue et des résultats concrets observés, apportent une perspective différente. Règle 1, ces personnes soulignent le décalage frappant entre l'impact qui peut être transformateur d'un changement alimentaire ciblé sur leur acné et le silence ou même le scepticisme rencontré dans le monde médical traditionnel. Certains vont même jusqu'à s'interroger, et c'est là que ça devient dérangeant peut-être, si une solution efficace et durable contre l'acné passait majoritairement par l'assiette, quel deviendrait le modèle économique qui est basé sur la vente de traitements topiques coûteux, de médicaments aux effets secondaires parfois lourds et de consultations répétées pour ajuster ces mêmes traitements? Vous parlez de l'idée d'une forme d'omerta, que ce ne soit pas un simple oubli, mais un sujet qui serait volontairement mis de côté parce qu'il remettrait en cause beaucoup de choses. C'est l'hypothèse assez directe que certains avancent, oui. Règle 2. Une forme de réticence, consciente ou inconsciente, à promouvoir une approche qui pourrait rendre obsolète une partie de l'arsenal thérapeutique actuel et, par conséquent, les revenus qui y sont associés. C'est une question qui mérite d'être posée, je pense, sans forcément y apporter de réponse définitive, mais ça éclaire pourquoi ce sujet semble parfois si tabou. Ça laisse clairement matière à réflexion, oui. Creusons justement cette piste alimentaire. Quelle est la logique derrière selon la perspective de Matteo et d'autres qui suivent cette voie? Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'idée centrale, c'est que l'acné n'est pas juste un problème de peau, mais un problème qui se manifeste sur la peau. C'est le symptôme visible d'un déséquilibre interne, plus précisément d'une inflammation chronique de bas grade dans l'organisme. Et le principal moteur de cette inflammation interne, selon cette approche, eh bien, c'est notre alimentation moderne. Donc l'idée, c'est d'agir sur la cause profonde plutôt que de juste masquer des symptômes en surface avec des crèmes. Exactement. Et attention, il ne s'agit pas simplement de manger un peu plus sain ou d'éviter le chocolat et la charcuterie la veille d'une soirée, hein. L'approche défendue par des gens comme Matteo Reglon est souvent beaucoup plus pointue, plus individualisée. Elle implique d'identifier, via des protocoles assez précis, les aliments qui déclenchent ou entretiennent cette inflammation spécifiquement chez soi. Ça peut être les produits laitiers pour certains, le gluten pour d'autres, les sucres rapides, certains types de graisses. C'est très personnel en fait. Et ensuite de les éliminer ou de les réduire drastiquement, tout en privilégiant à fond les aliments anti-inflammatoires. C'est une véritable enquête alimentaire personnelle, en somme. Trouver ses propres ennemis dans l'assiette. C'est tout à fait ça. La métaphore qui revient souvent et qui est assez parlante, c'est celle de l'incendie. L'acné, ce sont les flammes visibles. Les crèmes, les traitements locaux, c'est comme jeter des seaux d'eau sur le feu. Ça peut calmer temporairement, localement, mais si l'arrivée de gaz, c'est-à-dire l'alimentation pro-inflammatoire, reste ouverte, le feu reprendra toujours. L'approche alimentaire, elle, vise à couper cette arrivée de gaz à la source, pour de bon. L'image est très parlante, oui, mais ça soulève une autre question et pas des moindres. Se lancer dans une telle révolution alimentaire, identifier ses propres déclencheurs, tenir bon face aux habitudes, aux tentations, ça paraît incroyablement difficile à faire tout seul dans son coin, non? Ah, mais c'est le défi numéro un et c'est probablement la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes qui essayent d'ajuster leur alimentation par elles-mêmes finissent par abandonner.
Changer des habitudes qui sont ancrées depuis l'enfance, naviguer dans un environnement social où la nourriture classique est partout, gérer la frustration des débuts quand les résultats ne sont pas immédiats, l'isolement et le manque de repères clairs sont des freins énormes, c'est certain. Et c'est là que l'idée de communauté, de faire ça en groupe, prend tout son sens, j'imagine. Tout à fait. C'est un aspect que Matteo, par exemple, met beaucoup en avant. Règle 1, le fait de rejoindre une communauté de personnes qui poursuivent le même objectif, qui suivent un programme alimentaire structuré et qui peuvent partager leur parcours, ça change radicalement la donne. Règle 3. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, ce collectif, plus que juste des recettes, j'imagine? Oh oui, bien plus. C'est multiple en fait. D'abord, il y a le partage d'expériences et de conseils très pratiques. Comment tu gères les invitations au resto? Quelle marque de pain sans gluten tu préfères? Ah, j'ai testé cette recette, elle est top. Ça dédramatise et ça rend le changement concret, applicable au quotidien. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, il y a le soutien moral. Savoir qu'on n'est pas seul à galérer, pouvoir partager ses doutes, mais aussi ses victoires, ça donne une force incroyable. Et puis, voir les résultats des autres membres qui sont plus avancés dans le programme, c'est une source de motivation énorme. C'est l'effet d'entraînement et la preuve par l'exemple, en quelque sorte. On se sent moins seul et on voit que ça marche pour d'autres. Programme précis à suivre et au retour d'expérience constant, c'est ce qui permet de transformer une bonne intention en un changement durable. Règle 3, c'est peut-être ça, le facteur clé souvent négligé pour réussir cette approche alimentaire sur le long terme. La puissance d'un collectif structuré. Donc si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, prendre soin de sa peau de l'extérieur avec les bons gestes, nettoyage doux, hydratation adaptée, protection solaire, ça reste la base indispensable pour gérer les symptômes et le confort, surtout en hiver. Indispensable, oui. C'est l'action sur la surface, sur les conséquences visibles. On ne peut pas faire sans. Mais pour l'acné, spécifiquement, il y a cette autre dimension, plus profonde, liée à notre assiette. Une piste qui, d'après des expériences vécues comme celle de Matteo, règle 1, pourrait attaquer l'inflammation à sa racine même. Une piste qui est pourtant souvent, gardée sous silence dans les approches conventionnelles, peut-être, comme certains le suggèrent, pour des raisons qui dépassent le simple cadre médical, règle 2. C'est ce double regard qui semble émerger, oui. Agir sur la surface pour apaiser et protéger, c'est nécessaire. Et potentiellement, agir en profondeur via une alimentation anti-inflammatoire ciblée pour traiter la cause. D'ailleurs, les deux approches ne sont pas exclusives, au contraire. Elles pourraient même être complémentaires pour obtenir des résultats vraiment stables et durables sur l'acné. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste un peu en suspens. Et si la solution la plus pérenne contre l'acné se trouvait finalement moins dans nos tubes de crème que dans la composition de nos repas? Quelle est la vraie nourriture? Celle qui nourrit notre peau de l'intérieur et lui permet de retrouver son équilibre, loin de l'inflammation. Si cette exploration de la piste alimentaire résonne en vous, si l'envie de creuser cette approche différente défendue par Matteo Règle 1 se fait sentir, Pour aller plus loin, découvrir peut-être le type de programme spécifique qui a été évoqué et éventuellement explorer la force d'une communauté engagée dans cette voie, règle 3. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description associée à cet échange. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette,
Tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.